Notre invité cette semaine, Michel Courchaine. Michel Courchaine, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mémoire. Merci. Pour quelle raison vous décidez de retourner en politique? On arrive en 2003. Après l'OSM, j'ai travaillé dans une firme privée en informatique. Je connaissais rien en informatique, où j'étais vice-présidente exécutive ressources humaines, marketing et communication. Et cette firme-là, au bout de 2 ans et demi, elle était publique, cette firme-là, cotée en bourse. Et elle a été achetée de façon, on appelle ça agressive, une offre d'achat hostile par CGI. Alors, comme j'étais dans le personnel exécutif de l'entreprise, dirigeante de l'entreprise, évidemment, dans ces situations-là, tu quittes. Et je reviens à mon point de départ. Je ne peux pas rester pas d'emploi, moi, c'est impossible. Parce qu'il faut que je partage la moitié des factures à la maison. Alors, j'en ris aujourd'hui, là, c'est pas du tout négatif. Et là, j'avais toujours refusé de faire de la politique fédérale. J'ai toujours été approchée. Politique fédérale, politique provinciale, politique municipale, toujours refusé. Mais là, j'ai pas d'emploi. Et on est Donc, un concours de circonstances. au début de 2003. Mhm. Et là, le téléphone sonne. Et là, je rencontre Jean Charest. Puis il me dit, j'aurais besoin de vous à Laval. Vous seriez ministre régional de Laval. Puis j'ai dit oui presque tout de suite. Mais presque tout de suite. Par contre, il y avait un drame qui se profilait un peu dans ma famille. Parce que à la fin de 2002, j'ai appris que mon mari souffrait fort probablement de la maladie d'Alzheimer. Mon mari avait 10 ans de plus que moi, mais il était très jeune. Il était mi-cinquantaine. Et que donc, qu'il aurait probablement cette terrible maladie qui a été confirmée un mois après mon élection. Et j'avais dit à mon mari à l'époque, où il avait encore la capacité de réagir, je lui avais dit, mais écoute, puis ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ah oui. Si je ne peux pas m'en aller si tu as cette maladie-là. Et lui était dans le déni. Il n'a jamais su ou cru ou accepté qu'il avait cette maladie-là. Mais il m'a dit une seule chose. Il m'a dit, tu ne seras pas mon infirmière 24 heures par jour, donc... Puis il était très fier de ma carrière. Oui. C'est un homme qui m'a toujours soutenue, toujours encouragée. Lui, c'était comme une fierté d'avoir une femme de carrière. Tu sais, à l'époque, on disait ça, hein, les femmes de carrière. Mais il était content pour vous aussi. Oui, sûrement, mais de toute façon, puis là, je me suis dit, après réflexion, je me suis dit, tu sais, c'est vrai, si cette maladie-là, elle est incurable. Alors moi, j'ai des jeunes enfants, début adolescence, il va falloir que je sois celle qui va poursuivre cette réalité-là. Alors là, je me suis dit, j'ai pas le choix, j'ai pas d'emploi. Cette épreuve-là nous arrive, donc, bon, allons-y. Alors, je suis allée, mais encore là, quand j'ai dit oui en mars 2003, le 8 mars, la journée des femmes, je me rappellerai toujours de ça, mon investiture, j'avais invité Lise Bacon, c'était à Laval. J'ai dit à Lise, bien écoutez, ça a été un grand moment, puis j'étais très fière qu'elle vienne à cette investiture-là. C'était comme un bon retour des choses. Oui. Mais on était perdants dans les sondages. On était 3e dans les sondages le 8 mars et l'élection a eu lieu le 14 avril 2003. Puis on a gagné. La politique, c'est ça. Hein? Ouais. La politique réserve souvent bien des surprises. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée ministre. Vous étiez contente?
Oui, 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 j'étais très, très contente. Oui, parce que entre 1981 et 2003, très sincèrement et très franchement, Pascal, on m'approchait tout le temps pour que j'en fasse la politique. Et Jean Charest m'avait approché en 1998, puis j'avais dit non. Parce que les enfants, la famille, tout ça. Puis j'avais dit non. Puis je ressentais pas ce Besoin, besoin-là ouais. non plus. Mmh. Je ressentais pas ce besoin-là non plus. Mais là, comme vous dites, concours de Ouais. circonstances, Des fois, ça se ouais. présente et Puis puis c'est là que ça marche. puis un certain vertige. Bon, c'est sûr que le fait d'avoir été sous-ministre pendant 7 ans, je savais, Oui, à quoi vous attendre. oui, oui, tu sais, je savais à quoi m'attendre. Heu et là, ce que j'aimais, c'est que je serais celle qui serait dans une posture décisionnelle. Quand tu es sous-ministre, tu es la première conseillère. Tu Mmh. recommandes, mais tu décides pas. Et j'étais rendue là, à 50 ans. J'avais 50 ans, écoute, j'avais l'élection 14 avril, 50 ans le 6 mai, donc quelques semaines après. Fait que je me disais: «Ouais, c'est peut-être Mmh. le bon moment Mmh. de me retrouver, dans cette, capacité de changer des choses Mmh. par conviction, pas une conviction partisane. Je ne suis pas et je ne pense pas avoir été une ministre très partisane. En campagne électorale, oui, Il le faut. il le faut, mais dans l'exercice de mes fonctions, pas tant que ça. Alors, je voulais, moi, changer, faire avancer des dossiers, changer des choses, mmh, inscrire, notre passage dans une évolution de société. Vous aviez été sous-ministre, vous aviez connu les ministres, en titre, mais vous, quand vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale, bon, puisque c'était pas votre milieu vraiment, avant, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ben, j'étais nerveuse, je me rappelle de ça, parce que même si j'avais une bonne connaissance du fonctionnement de l'appareil de Oui. l'État, quand tu es ministre, c'est plus la même chose. Pourquoi? Parce que tu as le micro sous sous le nez quotidiennement, là. Tu es sous la loupe, tu es scruté d bien différemment et il y a eu une adaptation, justement l'adaptation à cette joute partisane. Ce qui a été Mmh. très difficile pour moi, notamment, c'est la période de questions. C'est pas, c'est pas d'être ministre d'un ministère. J'en ai fait quand même quelques-uns, plusieurs. Ça, c'était pas ça parce qu'il y a un aspect gestion quand tu es Oui, ministre, hein. oui. Et si tu es gestionnaire, ce que j'étais, ben, puis que tu connais en plus le fonctionnement de l'État, relativement facile si tu sais ce que tu veux. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Mais arriver dans l'adversité de la période de questions et de faire face quotidiennement aux journalistes, ça, j'ai trouvé ça difficile. Mmh. J'ai trouvé ça difficile. Heureusement, heu, j'ai été nommée ministre de l'Immigration et des Relations avec les citoyens et en 2003, croyez-moi, l'immigration, ça n'intéressait absolument personne. Mmh. Alors, ça a pris, Malheureusement et heureusement pour vous, d'une certaine façon. oui, mais c'était pas, oui, vous avez raison, mais en même temps, c'était pas un enjeu à Mmh. l'époque. Tu Mmh. sais, on est au gouvernement pour répondre aux enjeux de notre Ben, société, bien puis à sûr. l'époque, en 2003, ce l'était pas comme aujourd'hui. Heu et ça a pris 1 an avant que j'ai ma première question à l'Assemblée nationale. Alors là, j'ai souffert parce que là, je me disais: «Moi, je suis la ministre qui intéresse personne». Mais en même temps, vous avez eu le temps d'étudier un peu le tableau, Ouais. l'écosystème, là, de Ouais, de mais rendre des croyez-moi, Pascal, quand tu as ta première ah question, ouais. là, Mmh. tu trembles parce que c'est, Toute l'attention, c'est l'attention sur vous oui, qui est mais c'est difficile? aussi, nous, on était dans on avait un patron, Jean Charest, qui aimait la joute Ah politique oui. et la joute politique, passe beaucoup par la capacité de répondre avec non seulement justesse, mais avec un petit angle d'attaque. Et Oui, ça, oui. c'est pas moi. C'est de l'art rhétorique Ouais, finalement. fait que le petit angle d'attaque, puis la Ouais, petite clip qui va ouais, passer à ouais, télé, ça là, j'étais pas ouais, confortable avec ouais. ça, j'étais pas à l'aise Mmh mh. et je pense pas que j'avais un talent pour ça non Mmh. plus.
et ça se développe, Mmh. mais c'était pas ma force. Moi, je suis une fille de contenu, je suis une fille de dossier. J'aime tu me Mmh. confies-moi un mandat, puis je vais réaliser le mandat, puis je vais livrer le résultat. Ça, c'est ce que j'aime faire, mais c'est aussi ma force. Mais me lever à l'Assemblée nationale ou devant les points les mêlées de presse dans le Mmh. corridor pour me rendre au Salon Bleu avec la meute de journalistes, Puis avoir ça, la bonne idée au bon moment, puis la la bonne bonne façon de le phrase, dire, oui. voilà, Mmh. ça là, Mmh. pour moi, ça a été pendant 10 ans, ça a Mmh. été quelque chose qui était un véritable défi. Vous faites quand même encore quelque chose que vous avez déjà fait, quand vous étiez plus jeune et que vous commenciez à travailler, c'est une tournée du Québec pour aller, rencontrer justement les groupes de Oui. citoyens dans le cadre de vos fonctions à l'immigration. Oui, parce que là, il fallait que je fasse quelque chose. Moi, je suis une femme d'action. Fait que là, je pouvais pas rester là à ne rien faire, hein, ou puis encore une fois, j'étais en politique pour, faire avancer les choses Contribuer. ou Mmh. contribuer ou changer ou je ne sais trop. Alors je me dis, parce que je savais que c'était important d'aller sur le terrain, puis je savais ça Oui, comme sous-ministre, puis je oui. savais ça comme celle qui avait fait la tournée en Mmh. 1979 pour l'aménagement du territoire. Je me suis dit: «Moi, je vais partir en tournée, puis je vais aller comprendre quels sont les besoins pour l'immigration en région», parce qu'on commençait, mais vraiment les premiers balbutiements, à vouloir régionaliser l'immigration. Alors la première région, ou la région qui avait le plus d'expérience en intégration interculturelle, c'était la région de l'Estrie. Oui. Alors j'ai commencé par l'Estrie, mais j'ai fait la Beauce, le Saguenay, Lac-Saint-Jean, évidemment les régions, la Montérégie plus proche de Mmh. Montréal, mais ici à Québec. Québec Mmh. avait, en 2003, il y avait très, très peu de nouveaux arrivants. Mmh. Malgré l'université. Malgré Mmh. l'université, il y avait très, très, très peu. Et pour m'apercevoir qu'il y avait des pénuries de main-d'œuvre importantes, mais dans des métiers spécialisés comme soudeur, mécanicien, Mmh. bon, ce genre de où là, les entreprises avaient peine à trouver. Et j'ai fait je pense que c'est le premier, ou en tout cas, oui, je pense que c'est le premier plan d'intégration en emploi, où on incluait la francisation, parce qu'effectivement, la francisation était un obstacle. Et parallèlement à ça, rappelez-vous qu'à l'époque, on parlait des médecins, des ingénieurs, chauffeurs de taxi dans la grande région de Montréal. Ouais, on en parle Ouais, encore mais malheureusement. beaucoup moins, beaucoup moins. Oui. Il y a un progrès énorme parce que et ça, avec Jean Charest, on a convoqué les 48 ordres professionnels et on a forcé la note. Donc, dans ce plan d'intégration d'emploi aussi, on a établi différentes Mmh. mesures pour forcer les ordres professionnels à faciliter leur Mmh. intégration et à adapter des formations pour ces gens-là et faire en sorte qu'il y ait un passage plus rapide et qu'ils trouvent, des emplois dans leur, secteur d'activité et relié à leurs compétences. Mais ces gens-là avaient déjà des formations, Mmh. Mmh. professionnelles importantes, Et vous hein. étiez aussi à la condition féminine? Ah oui, ça c'était, ben, Est-ce que c'était c'était comme cocasse, mais pas drôle. Hem, En fait, vous savez, quand on est nommé ministre, il y a un décret, du Conseil des ministres qui, nous donne un titre. mmh. Et Jean Charest avait cru que l'égalité était pas mal arrivée entre les hommes et les femmes. Alors, il avait décidé: «Tu vas avoir la responsabilité de la condition féminine, mais pas le titre». C'est-à-dire que quand tu vas signer ton nom, puis dans le décret qui confère la responsabilité, aucune référence à la condition féminine. Donc, Écoute, ça s'appelait comment alors si ça c'était s'appelait pas rien. J'étais la ministre pas de titre. Non seulement j'avais un ministère qui intéressait personne, mais à la condition féminine, j'avais pas de titre. Parler de ça, à Françoise David, parler de ça aux femmes qui étaient impliquées dans la FFQ à l'époque, la Fédération des femmes du Québec, tous ces groupes de femmes sont montés aux barricades. Ça faisait pas une semaine qu'on était, en fonction, qu'il fallu que le premier ministre rencontre tous les principaux groupes féministes,
au Québec. Il se l'est fait dire. Ah, il fait de façon très abrupte et il a corrigé la situation au remaniement suivant. Évidemment, il a pas Mmh. admis ça, lorsque j'y étais, mais quand il y a eu un remaniement en 2005, là, Carole Téberge a pris la relève et elle a eu le titre. Mais c'est intéressant, moi j'ai aussi, beaucoup apprécié ce passage-là Mmh. parce que, il y a une loi au Québec qui dit qu'à chaque 5 ans, on doit revoir la politique, de la condition féminine. Et à l'époque, c'était Diane Lavallée qui était présidente du Conseil du statut de la femme et on se rencontre, parle, jase, jase et là de dire: «Pourquoi on ne ferait pas plutôt une politique de l'égalité entre les hommes et les femmes?» Ouais, mais là, j'ai dit: «Diane, c'est parce que moi, libérale, ça passera jamais, là. Si je fais ça, Diane Lavallée qui avait été candidate péquiste, Oui. qui avait été présidente de l'Ordre des infirmières, qui était, syndicaliste. J'avais dit: «Écoute, si on fait ça, il faut vraiment, vraiment que tu sois à mes côtés», tu sais? Alors, elle me dit: «Oui, moi je vais défendre ça». Je dis: «Tu es sûre? Parce que tu vas te faire trancher la tête». En tant que présidente Du du conseil du conseil. statut de la femme. Elle me dit: «Oui, parce qu'il faut aller en commission parlementaire, entendre les groupes Mmh. sur Oui. un projet de politique que nous avons défini, là, qu'on a élaboré et tout». Écoute, 3 semaines de commission parlementaire, là, voulaient nous tr les groupes féministes voulaient nous trancher la tête. Parce qu'ils avaient le sentiment que si on faisait cette égalité entre les hommes et les femmes y perdraient au change et que ce serait un recul et qu'on allait, escamoter qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour les femmes parce que cette égalité-là, elle n'était pas là justement. Et la première jeune femme, le premier matin, qui est venue appuyer cette idée de la politique de l'égalité entre les hommes et les femmes et qui était pas du tout libérale, qui était pas du tout du côté du gouvernement, c'est C'est Christine Christine. Fréchette. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est plus fort que nous, tu sais? Et moi, en fait, je suis infiniment reconnaissante à ces 2 femmes, Diane Lavallée et Mmh. Christine Fréchette, qui m'ont appuyée et qui m'ont soutenue dans cette démarche-là. Alors j'ai, amorcé le travail, j'ai entendu la commission parlementaire, mais c'est Carole Téberge qui a livré le produit final de cette politique-là. Mmh. Mais je pense que ça a été un pas. En fait, et le but de ça, ce qu'on se disait, Diane et moi, c'est qu'on pensait que les générations plus jeunes que nous avaient plus cette, aspiration-là, surtout sur le plan familial. Donc on voyait que, les jeunes pères, s'impliquaient davantage et cetera et qu'on envoyait un signal au marché du travail pour dire: «Hey, ça Oui, suffit, oui. il faut qu'il y ait cette Hein, égalité-là hein. au niveau salarial, mais aussi dans la capacité d'avoir des postes de direction, des postes décisionnels et cetera». Donc on trouvait qu'on envoyait là un signal prometteur pour l'avenir et Mmh. finalement le gouvernement, a adopté cette politique de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, je pense qu'on Mmh. on n'en parle plus. On arrive à l'élection de 2007. Vous êtes élu et nommé ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, de la famille et votre première préoccupation, c'est le dégel des frais de scolarité. Oui, en 2007, on commençait déjà à y penser et on a décrété un premier 50 $ par session, je crois, Mmh. qui était, moi, je voulais ça garder ça très, très bas. Parce que c'était pas le moment, nous étions minoritaires à Mmh. l'époque, hein. Mmh. Alors un gouvernement minoritaire, pas un gouvernement majoritaire, c'est Fait un pas les mêmes choix. non, pas tout à fait. Alors, moi, je voulais pas créer de perturbations, démesurées, donc on avait, et ça a très bien passé, là. Ça a été, pas si difficile à faire accepter parce que ça a été jugé comme étant une augmentation, raisonnable. Est-ce que c'était vos premiers contacts avec les associations étudiantes, le milieu étudiant?
Oui, parce que, au niveau cégep et université, les enjeux, surtout dans les universités, les enjeux étaient vraiment des enjeux de financement. Mmh. Et il y en a encore aujourd'hui Oui. des enjeux de financement des universités. Donc, ça a été probablement, mais ça a été beaucoup plus fort en 2012 évidemment, qu'en 2007. En 2007, je dirais que j'ai concentré vraiment mes efforts davantage au primaire, secondaire pour, en fait, lutter contre le décrochage. Mais moi, j'aimais bien dire, et c'est là où on a fait un plan d'action aussi pour valoriser la persévérance scolaire. Mmh. Alors, il y avait un enjeu de sémantique. Est-ce qu'on doit Oui, parler changer, de la formulation. décrochage Mmh. scolaire, qui a une connotation plus négative, Oui. ou plutôt encourager les jeunes à rester à l'école, donc encourager la persévérance Mmh. scolaire, Mmh. et c'est là qu'il y a eu un immense chantier, où là aussi j'ai parcouru le Québec Oui. encore une fois. J'ai été, j'ai visité nombre d'écoles, tant au primaire qu'au secondaire, puis de discuter aussi de formation professionnelle, pour essayer de diminuer ou d'augmenter plutôt le taux de diplomation, et diminuer l'abandon scolaire, à un très jeune âge, et comprendre aussi, comprendre le phénomène. Parce que quand on veut, faire des plans d'action ou prendre les bonnes décisions, faut comprendre le terrain, il faut comprendre ce qui se passe Mmh. dans les écoles pour, essayer d'identifier les meilleures solutions possibles. Alors Mmh. ça a été un travail qui a duré plus de 2 ans et demi, et qui s'est terminé par un document qui s'appelle «L'école, j'y tiens», Mmh. que j'ai relu récemment d'ailleurs. Là, je me suis dit: «Ouais, j'aurais pu aller encore plus loin». Mais je vais vous poser une question peut-être un petit peu plus globale, étant donné que vous avez plusieurs fois fait le tour du Québec et à différentes, périodes, justement de l'évolution du Québec. Qu'est-ce qui a changé, après toutes les années, après la fin des années 70 jusqu'à ce moment-là, par exemple? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui a le plus changé au Québec? Ben moi, je vous dirais que c'est pas tellement entre 1970 puis 2007 que ça a changé. C'est-à-dire que ce que j'ai pu constater dans les années 2000, c'est très certainement une assurance. Tu sais, tout le milieu socio-économique des régions était, beaucoup plus, assumé, je dirais, et connaissait très, très bien, ce qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient pas. Donc, OK. il y avait en fait, le leadership des régions était, très, très, très présent, mais aussi, demandait à ce qu'on puisse, respecter, et c'est l'éternel débat au Québec entre la centralisation et la Oui. décentralisation. Quand Mmh. on a été élu en 2003, on voulait, décentraliser, puis on parlait davantage d'occupation du territoire, mais les régions voulaient avoir droit au chapitre et être maîtres de leurs décisions, et pour ça, il fallait aller vers une décentralisation, leur donner davantage de pouvoir, et les municipalités, au premier chef, sont les organisations qui exercent davantage, ces pouvoirs-là. Alors ça, le gouvernement de Jean Charest était plutôt favorable à ça. Est-ce qu'on Mmh. est allé aussi loin qu'on aurait pu? Probablement pas, parce qu'il y avait tout ce phénomène des le Parti québécois avant nous avait fusionné Mmh. les villes, et nous, on a été réélus pour en défusionner plusieurs. Alors ça a Oui. retardé, je dirais, un peu la décentralisation des pouvoirs vers les régions pour qu'ils deviennent un peu plus, maîtres de leur destinée, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense qu'on est plus fort quand on est capable effectivement Mmh. de développer, des ententes et des partenariats qui établissent les responsabilités de chacun, mais où on met les Travail de énergies, on concert. travaille de Ouais. concert, on concerte, et cetera. Mmh. Et c'est pas des lunettes roses, là. Ouais. C'est quand je raconte ça, je le dis par expérience pour Ouais. l'avoir vécu pendant, tout près de 40 ans, là, quand tu regardes, l'ensemble Ouais. de ma carrière, puis quand je regarde l'actualité d'aujourd'hui.
par exemple en santé ou en éducation, j'ai encore la même conviction et on réclame encore la même chose. Mmh. Pourquoi? Parce que les populations, pour répondre à votre question aussi, la démographie a beaucoup changé dans les régions. Et ça, En il faut en quoi? tenir En compte. Ben, quoi? dans ces années-là, au début des années 2000, dans certaines régions, évidemment la Gaspésie, mais la Côte-Nord, il y avait des Abitibi? exodes, l'Abitibi, les jeunes générations, fuyaient ces Oui. régions-là. Là, tranquillement, on assiste à un certain retour ou alors des gens de ma génération retournent dans leur région, mais il y a là quand même une économie et la population fait vivre cette économie-là. Donc il faut qu'il y ait, Il faut qu'il y ait du il faut monde. qu'il y ait du monde. Oui. Alors c'est un peu ça et dans ces années-là, début 2000, ben, il y avait cet exode-là. Alors Mmh. on travaillait très fort surtout avec les agents socio-économiques des régions, pour qu'ils restent et qu'il y ait une vitalité dans ces régions-là. Et ça, le gouvernement a un rôle et une responsabilité pour soutenir cette Mmh. vitalité-là. Mmh. Bon, tout ça, là, il y a bien des nuances à apporter, là, Oui. hein, selon les secteurs d'activité, selon les ministères. Mais, et d'ailleurs, tu sais, aujourd'hui, le gouvernement actuel, parce que le gouvernement de Philippe Couillard a fermé beaucoup les ministères dans les régions parce que l'austérité, puis les économies budgétaires, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève les employés des régions. Puis là, le gouvernement de François Legault dit, ben là, on va renvoyer des... Alors, Alors, moi, je dis, parce que, tu sais, je suis la scène, le oui. fonctionnement de l'État depuis les années 70, c'est habituellement, le modèle, là, c'est 10 ans de centralisation, 10 ans de D'accord. décentralisation, 10 ans de centralisation, 10 ans de décentralisation. Et c'est comme ça depuis des décennies. Oui, donc finalement, c'est ce que vous avez constaté, c'est des enjeux de gouvernance. C'est C'est un peu de gouvernance local, et la valse-hésitation entre, l'un ouais, et l'autre. Bon, ouais, d'accord. ouais. On peut dire ça de cette façon-là. Michel Courchaine, merci beaucoup pour ces entretiens. Merci à vous, ça fait un réel plaisir.